dans les opérations Serval et Barkhane pour aider nos amis africains. C'est des anciennes colonies aussi. Et nous aider nous-mêmes entre nous. Et en même temps, éviter effectivement la projection éventuelle d'attentats. Donc aujourd'hui, vous dites Bamako est sur le point de tomber entre les mains de djihadistes. On a vu les avancées de Boko Haram, on a vu les massacres. Les djihadistes à Bamako, là, c'est d'une gravité sans. Ils sont à 40 km. Général Clermont. Moi, j'aime pas trop l'expression sans mort pour rien. Un militaire. J'ai pas dit ça. Hein. Non, c'est moi. Ah bon, c'est pas moi. Un militaire qui est envoyé en mission, il meurt pour sa mission. Voilà, c'est son honneur, mais c'est aussi parfois le déshonneur des politiques de le faire mourir dans des conditions qui ne sont pas justifiées. Hein, mais voilà, je pense que. Il faut rendre honneur aux 58 morts qui sont... Mais c'est vrai que, je vais vous dire, ça fait mal au cœur, parce que la présence de l'armée française en Afrique, c'est un savoir-faire, un savoir-être aussi qui est exceptionnel, même si, comment dire, certains, ils voient toujours, vous avez cité la partie de la classe politique qui voit toujours une forme de néocolonialisme, alors que nos soldats perdent leur vie. Et je vous laisse parler, chef de bataillon Antoine, quand même, il faut se rendre compte de ce que c'est cette présence pour des familles, pour des soldats qui ont perdu leur vie, pour ceux qui sont restés longtemps et qui voient aujourd'hui le retour de ces milices djihadistes. Et je tiens à souligner quand même que l'armée française conserve des capacités de projection en Afrique. On a décidé, une réorganisation de notre dispositif, et donc on conserve des capacités de projection qui sont plus agiles, qui sont en partenariat avec nos camarades africains. Encore une fois, à l'école de guerre où je suis stagiaire, on a toujours des partenaires africains qui travaillent avec nous. On voit des Français là-bas. Et la mission au Soudan, donc d'évacuation de ressortissants, qui a eu lieu il y a maintenant 2 ans, témoigne encore de nos capacités d'action au service d'ailleurs de l'Union européenne, hein, puisqu'on a évacué beaucoup de ressortissants européens. Voilà, il faut conserver à l'esprit que les armées françaises conservent une capacité d'action conjointement avec nos camarades. On n'a aucun doute sur votre capacité d'action, sur l'agilité et la transformation de ce dispositif, mais on interroge la décision mais quel politique. Gâchis, Georges a raison, effectivement. Vous vous rendez compte, on était installé en Afrique depuis 1659, depuis Louis XIV au Sénégal. Et donc, il y avait une longue tradition qui passait justement par les grands généraux qui étaient Faidherbe, Gallieni à Madagascar et surtout Lyautey, qui ont fait une action absolument remarquable avec la pacification des civils d'une manière pacifique. Et bien sûr, j'en parle avec Pierre Savorgnan de Brazza. Et en fait, toute cette science de l'Afrique, toute cette connaissance des peuples, la plupart des généraux apprenaient à parler les langues africaines et maîtriser tout cela. Dans leurs écrits, on les a complètement oubliés. On a complètement oublié de mettre en avant l'œuvre sanitaire, l'œuvre scolaire que la France a réalisée en Afrique. Et c'est pour ça que justement, on a été chassé du Mali, du Burkina Faso et du Niger, parce qu'on n'a pas su capitaliser sur tout ce que la France avait accompli de remarquable en Afrique. Pardon, j'en suis un tout petit produit, mais moi je vois dans les pays du Maghreb. Et là, cette francophonie qu'on n'a pas su sanctuariser et mettre en avant. Or, tous les lycées français de Tunis, d'Alger, de Rabat, enfin de toutes ces villes-là, étaient comment dire, ce sont des bouts de France en réalité. Moi, quand je rentrais au lycée français de la Marsa à Tunis, j'étais fière parce que j'avais l'impression de rentrer sur une partie du territoire français. Or, manque de moyens, désintérêt, manque de courage, manque de volonté politique. Honnêtement, on l'a vécu de l'autre côté de la Méditerranée. C'est triste pour un pays qui appelle au rayonnement. Ah oui, qui rayonnait. Regardez, absolument. La France a rayonné grâce à son œuvre scolaire, son œuvre d'infrastructure, son œuvre sanitaire. Je rappelle souvent qu'il n'y a pas eu de crime contre l'humanité en Algérie. Quand les Français arrivent en 1830, il y a 2 millions d'Algériens. Et quand on part, il y a 10 millions d'Algériens. Donc je ne sais pas où est le crime contre l'humanité. Pour rappeler cette phrase qui a fait couler beaucoup d'encre, et compte tenu aujourd'hui du président Emmanuel Macron et de nos relations extrêmement compliquées, de l'enjeu de la libération de Boualem Sansal, c'est vraiment des choses extrêmement compliquées. Mais on ne peut pas oublier, parce que voilà un écrivain qui écrit en français, qui aime la langue française, qui fait partie de l'histoire française, et parfois on a l'impression qu'il est malheureusement oublié, mais on va rester optimiste, on va faire confiance. Vous avez vu que l'Allemagne a réagi aussi. Voilà. L'Allemagne a fait un appel à l'humanisme. Et certains y voient maintenant une lueur d'espoir avec l'intervention de l'Allemagne pour le faire libérer. Parlons de l'Europe, justement. Ce matin, Général Bruno Clermont, la ministre des Armées et des anciens combattants, Catherine Vautrin, a beaucoup parlé de la France et de l'Europe et de l'Allemagne, en particulier pour le fameux avion de combat européen. Alors, ce n'est pas un secret de dire que Berlin, je parle vraiment sous votre contrôle, veut prendre les manettes quand même de cet avion. Compliqué. Et que Dassault a dit les choses, a dit si c'est comme ça, bon,
En fait, c'est un sujet compliqué qui est devenu un sujet politique, alors que ça aurait dû rester un sujet opérationnel et industriel. La difficulté pour Dassault Aviation, que je connais assez bien finalement, c'est la question de la gouvernance du programme. C'est un programme extrêmement compliqué, extrêmement ambitieux, extrêmement indispensable. Mais pour arriver à le faire fonctionner dans une enveloppe budgétaire contrainte, qui est celle de la France, mais qui d'ailleurs pas celle de l'Allemagne, puisqu'ils n'ont pas de problème de finances, il faut à la tête du programme un chef compétent et unique. Et le chef compétent et unique, au départ du programme, il a été désigné par les pays. On a dit que ça sera la France le chef et ça sera Dassault Aviation le maître d'œuvre. Or que le chef, c'est celui qui a l'argent et qui porte la culotte. Le chef, c'est celui qui a la compétence, c'est pas celui qui a l'argent. Et en réalité, parce que c'est l'Allemagne qui a l'argent, le chef, c'est celui qui a la compétence pour faire en sorte d'être capable de développer avec ses ingénieurs un avion de combat efficace, dans un combat de cloud, etc. Donc en fait, le seul souci, c'est la gouvernance, et la France veut la gouvernance et l'Allemagne veut la gouvernance. Mais le souci, vous avez raison, mais il est énorme. Parce que moi, je trouve qu'il traduit toutes les questions de souveraineté et de maintien de nos compétences et de défense quand même. Pour tous ceux qui ont écouté le PDG de Dassault s'exprimer, il ne s'exprime pas souvent, et quand il menace, ce n'est pas rien. Donc ça montre quand même une crispation à tout le moins européenne. Vous avez suivi le dossier aussi Absolument, parce que l'armement, le domaine de l'armement est essentiel, fondamental pour l'économie française. On ne rappellera jamais, pratiquement 200 000 personnes, je pense, travaillent dans la filière de l'armement. Donc c'est fondamental, et nous avons quand même réalisé les meilleures armes. Regardez l'avion Rafale, regardez le canon César, et nous sommes capables. Mais l'Allemagne, justement, comme nous n'avons plus d'argent, est en train de nous menacer de se retirer, parce que c'est elle qui a les deniers, qui tient les deniers de la bourse. On n'a plus d'argent, il y a une instabilité politique. Airbus veut damer le pion et Dassault menace. On n'est pas bien placé, général. Non, on n'est pas bien placé, d'autant plus qu'officiellement, il faut trouver une solution avant la fin de l'année. La fin de l'année se rapproche à grands pas. Donc, y aura-t-il une solution? C'est difficile de le savoir. Moi, ce que je pense, c'est que dans tous les cas, il y a un besoin pour cet avion de combat. Il y a un besoin de SCAF. Mais il y a un besoin de SCAF à condition qu'il soit réalisable dans les conditions de succès opérationnel telles que la France l'escompte, c'est-à-dire faire plutôt un nouveau Rafale plutôt qu'un nouveau Eurofighter. Oui, alors, mais les conditions que vous mettez sont... Pour l'instant, elles ne sont pas vraiment réunies. La barre très très haut. Et j'ajouterais que la ministre était très prudente sur le sujet quand même. Trop. Je peux le dire trop. Très prudent. D'ailleurs, peut-on apporter une précision? Parce que je suis beaucoup interpellée depuis ce matin sur le nombre d'ogives nucléaires. J'ai posé la question à la ministre des Armées. Je me suis ce n'est pas mon sujet, je le dis un peu. Moi, je ne lui reproche pas, parce que le monde de la défense est un monde hyper compliqué. Il n'y a pas très longtemps qu'elle est dans ce dossier. Alors c'est vrai qu'on pourrait estimer qu'il faudrait mettre quelqu'un de compétent, mais bon, ce nombre, dès qu'on rentre dans le domaine du nucléaire, et il n'est pas secret défense. Beaucoup de choses sont confidentielles. Bon, celle-là ne l'était pas, mais... C'est un petit sourire. Je me suis inquiétée, parce que je me dis, si je connais le chiffre et qu'il est secret défense, c'est que tout le monde le connaît. Bon. Exact. Mais la précision est bienvenue. On voit aussi... Alors, je n'aime pas l'expression bain de foule, parce qu'il n'y a ni bain ni foule, Georges Fenech, disons-le. Mais Emmanuel Macron, sans doute, prend-il plaisir à retrouver certains citoyens. Alors ceux qui viennent, évidemment, le saluent chaleureusement, etc. Nous verrons dans un autre contexte, puisqu'il reprend un peu les déambulations et les débats dès demain. Comment sera accueilli le président, qui maintenant a un bilan qui est conséquent. Qu'est-ce que ça renvoie comme image pour vous? Je crois que... à l'occasion de ces cérémonies de la mémoire, que ce soit notre histoire contemporaine, mais la mémoire aussi des massacres dont nous avons été la cible récente, il n'y a pas lieu à polémique. Je pense que le chef de l'État, il est dans son rôle. Dieu sait si j'aurais plein de choses à dire, mais je préfère ne pas les dire en ces moments-là. C'est des moments qui doivent nous rassembler, ne serait-ce que pour le respect de la mémoire des morts. Si on commence à faire des polémiques à cette occasion, voyez-vous, donc il va y avoir une itinérance aussi mémorielle le 13 novembre, en partant du Stade de France, les terrasses et puis le Bataclan. Et c'est le chef de l'État, représentant la nation, qui a cette mission. Donc il est dans son rôle. Mais effectivement, on pourrait objecter un certain nombre de choses, mais je pense que chaque chose en son temps. Non, vous avez entièrement raison, mais des questions se posent. C'est-à-dire que nous allons effectivement commémorer les terribles attaques du 13 novembre 2015 dans 48 heures. Et nous avons en même temps, là je fais une parenthèse dans cette journée, mais c'est lié puisque nous parlons de menaces, d'histoire et de souvenirs. Le détenu le plus surveillé de France, dont on a appris qu'il s'est quand même, il a obtenu une clé USB
lycée contenant des vidéos de propagande djihadiste, que son ex-compagne est écrouée et mise en examen pour projet d'attentat. C'est-à-dire la crainte, voyez-vous, quand on voit ces cérémonies, on se dit la France est protégée parce que nous avons une armée solide, mais est-ce que nous avons, Ophélie Roch, est-ce que nous avons pris conscience véritablement, est-ce que nos dirigeants ont pris conscience des menaces protéiformes qui nous font face véritablement? Est-ce que le sursaut dans les têtes et dans les esprits est là, alors qu'on remercie nos armées, nos services de renseignement, nos forces de l'ordre d'être au top? J'ose espérer que eux le savent. Le problème, c'est qu'entre le fait de le savoir et le fait en fait de tenir une politique qui est cohérente, c'est encore autre chose. Voilà. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'en fait, on a deux narratifs qui s'opposent depuis plusieurs années. On a un narratif en effet sécuritaire. Forcément, après les attentats, il y a quand même eu ce besoin de se poser cette question-là. Mais il y a aussi l'autre narratif sur les droits de l'homme qui finalement l'emporte un peu sur tout et qui fait qu'en fait, il faudrait contraindre mais sans faire de pression. Il faut respecter les victimes, mais il faut aussi respecter d'une certaine manière le bourreau. Donc moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que cette porosité, ces discours parfois qui sont un peu contradictoires, qui viennent d'autres partis, commencent à émietter. Et moi, je vois, en tout cas chez les jeunes esprits, qu'il y a de plus en plus une forme, si vous voulez, de porosité. C'est-à-dire que les attentats étaient considérés comme horribles quand j'ai commencé à enseigner, avec vraiment de l'effroi véritable, et peu importe l'origine des parents, des grands-parents, des élèves, il y avait un véritable effroi, enfin c'était quelque chose de catastrophique. Parfois, dans certaines banlieues, cet effroi-là commence à s'estomper en disant oui, mais vous voyez, on nous embête sur le voile. Donc vous voyez, il y a une forme en fait de récit qui est en train de devenir poreux, et moi ça me fait peur, parce que je me dis là encore, il y a une forme de respect qui reste en surface, mais vous n'êtes jamais à l'abri. Enfin, moi, en tout cas, pour le 13 novembre, j'ai un peu peur parfois de ce qu'on va entendre de la bouche. Le 13 novembre, 7 octobre, disons-le, et puis même en reprenant Samuel Paty, tous ceux qui n'ont pas condamné évidemment les attaques du Hamas. C'est au sein de notre société. Le fait que l'État n'arrive pas à trancher en disant ce narratif-là, nous n'en voulons pas. Mais quand bien même trancherait-il, la question c'est est-ce que le grand nombre l'écoute ? Le problème, c'est exactement ça. Que reste-t-il de l'esprit Charlie aujourd'hui, à travers le drapeau français, la Marseillaise et ses grands symboles? Effectivement, on voit bien que dans les classes, 58% des professeurs voient leur enseignement remis en cause par les élèves eux-mêmes, avec ce rejet dont parlait mon ami. Effectivement, il y a 37% des jeunes français issus de l'immigration qui ne se sentent absolument, selon l'INED, qui se sentent absolument pas français. Mais aussi, puisque vous parlez de cela, vérité pour vérité, et c'est Jean-Pierre Aubin, l'ancien inspecteur général de l'éducation nationale, il y a aussi un tiers, c'est ce qu'il a dit, des professeurs qui ne sont pas versés et biberonnés du tout à l'esprit Bien sûr, Charlie. à cause de ces 30 ans il n'y a même plus question de capitulation sur l'enseignement de l'histoire. Je vous l'ai dit, on a enseigné une histoire criminalisante, culpabilisante, qui a complètement endoctriné toute cette génération de professeurs. Il faudrait vraiment des mesures politiques, une véritable volonté politique, rétablir justement un véritable patriotisme à travers un récit national équilibré et fédérateur, avec l'amour du drapeau, l'amour, ne serait-ce que regarder toutes les subventions distribuées aux associations, il faut vraiment rétablir l'utilité du drapeau français dans ces associations qui reçoivent des sommes considérables. De lucidité, oui. SOS Racisme, avec ses 900 000 € par an, doit arborer le drapeau français. J'ai juste une anecdote, une phrase pour montrer un petit peu la confusion qu'il peut avoir. Une fois, quand j'enseignais encore l'histoire, une élève m'avait demandé « Mais madame, est-ce que vous êtes légitime à m'enseigner l'histoire? Peut-être que vos ancêtres ont colonisé les miens. » Vous voyez, c'est toujours un peu complexe. Ça, c'est dingue. Oui, ça m'a été dit en pleine classe par une lycéenne. Et en fait, je lui dis, mais... tu sais, moi, je crois que mes ancêtres étaient paysans. Je ne crois pas qu'ils ont beaucoup émigré ailleurs. Mais ça pose problème. C'est-à-dire que vous êtes déjà sur des enfants qui se méfient de vous, en fait, d'une certaine manière, puisqu'ils vous voient comme potentiellement d'une rivalité, quoi. Qu'est-ce qu'on aurait répondu à cet enfant, les uns et les autres? Peut-être, moi, compte tenu de mes origines, je leur ai dit, mais savez-vous, je ne sais pas si c'était quelqu'un qui avait une origine, une ascendance différente, je leur ai dit, mais savez-vous qu'il y a aussi une traite arabo-musulmane? Voilà. C'est peut-être que nous-mêmes, nos propres... Et une traite c'est le tabou, quand même. C'est le tabou parce que Mme Taubira avait demandé, excusez-moi, à ce que justement cette partie de l'histoire ne soit pas traitée pour ménager les susceptibilités des enfants issus de l'immigration arabo-musulmane. Donc l'école est aussi d'une certaine façon, en tout cas l'enseignement dispensé est d'une certaine façon très politisé.
et voir à gauche. C'est exactement ça. C'est la loi Taubira 2001, dont l'article 2 oblige l'éducation nationale à enseigner la traite négrière uniquement occidentale à tous les enfants du CE1 à la première. Vous vous rendez compte, 12 années de cursus scolaire. Exactement. Comment voulez-vous que nos enfants apprennent la France à aimer? Non, ils apprennent à haïr et à la détester. Pourquoi je vous ai mis sur je me suis permis de vous entraîner sur ce sujet parce que je trouve que c'est très important. Quand on parle d'histoire de commémoration, il faut voir toute l'histoire, avec ses zones d'ombre, avec ses lumières. Sinon, on ne peut pas se construire intellectuellement, comme citoyen, comme personne, tout simplement. Georges Fenech, alors je sais, chef de bataillon Antoine, vous, c'est véritablement l'aspect militaire, l'aspect sécuritaire. On va y venir, mais cette parenthèse politique, quand même, elle éclaire sur les difficultés qui sont les nôtres. Georges Fenech, oui. Aujourd'hui, ce sont des images qui rassemblent, mais ce qui fait peur, c'est que demain, elles pourraient diviser les mêmes images. On va commémorer le 13 novembre. J'ai quand même entendu un avocat doit défendre son client, mais jusqu'à quel point? Jusqu'à dire que le terroriste Salah Abdeslam voudrait rencontrer des victimes. Je veux dire, l'homme qui a tué 130 personnes, responsable en tous les cas de la mort de 130 personnes dans notre pays, et qui, je le rappelle, lors de son procès, quand le juge lui a demandé quel est votre métier, il a dit combattant de l'État islamique. Donc que d'égards par rapport à cet homme aujourd'hui. C'est la fameuse justice, qui sont les vrais héros de notre pays? Justice restauratrice qui a été imaginée par Christiane Taubira. Pas uniquement pour les attentats, mais c'était pour les criminels d'une manière générale, c'est-à-dire mettre à la même table celui qui a commis le crime et sa victime pour essayer quoi? Moi j'étais très, je dirais, subitatif, et c'est le mot est faible. Et d'ailleurs, il y a très peu de victimes, en réalité, qui veulent s'asseoir à la même table que l'auteur du crime. Vous imaginez la maman d'Elias, par exemple, en face de... Non, il y a des choses qu'il faut revenir... Voilà, merci. En fait, c'est le respect et la décence. Oui. Et c'est pour ça que, chef de bataillon Antoine, merci d'être là, parce que moi, je pense que c'est ce que vous incarnez à travers, évidemment, tout votre corps, tous les officiers au sein de l'armée de terre, évidemment, également de l'aviation française. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Si je peux me permettre une question un peu plus personnelle, dans votre parcours, dans votre vision de la société. Alors, donc simplement pour revenir un peu sur ce que j'ai pu voir, vous parlez de mon expérience personnelle, moi j'ai pas vu d'hostilité franche ou d'attaque contre nos institutions. Parfois, en lien avec les enseignants, moi j'ai vu un sentiment de manque de légitimité pour parler des questions de défense. Donc, de ce que j'ai pu voir, il y a aussi un enjeu, je pense, de formation, de discussion, et on l'évoquait à travers le rôle aussi des armées, pas forcément d'enseigner, mais de pouvoir apporter aux enseignants quelques clés pour aider à comprendre notamment les enjeux de défense. Alors évidemment pas forcément d'histoire, mais ces enjeux de défense, et pour mieux les enseigner, pour moi il y a un dialogue à avoir pour que ça soit plus fluide et qu'on gagne en confiance, notamment au niveau des enseignants. C'est intéressant parce que, voyez-vous, on demande beaucoup aux forces de l'ordre, là je parle aux policiers et gendarmes général, clairement, dans notre pays. On leur demande pas seulement d'assurer la sécurité, aujourd'hui on leur demande quasiment de pacifier certains territoires. Et je me demande si on ne demande pas la même chose à nos armées, notamment sur pour les OPEX, les opérations extérieures, quand ils interviennent sur certains terrains africains, quand ils sont en contact d'une population qui, en partie, est très contente qu'on soit là. En partie aussi, au contraire, ils voient une forme de colonialisme, de conquête de territoire. Et là, c'est autre chose que le militaire. C'est-à-dire ils doivent quand même expliquer une présence. C'est pas évident aujourd'hui. Non, c'est pas évident. De représenter l'État, la sécurité, l'armée. Les actions militaires sont remises en cause d'un point de vue juridique, d'un point de vue idéologique. Je pense que aujourd'hui, le drame de notre pays, c'est que le dernier refuge du patriotisme, qui est un mot qui n'existait pas. Il est revenu à la mode, on ne sait pas pourquoi, mais il y a 10 ans, le patriotisme, c'était un mot interdit. Le dernier refuge, je dis refuge important du patriotisme, c'est l'armée française. C'est la minuscule armée française. 200 000 hommes d'actifs, les familles qui tournent autour, alors qu'en fait, le véhicule du patriotisme, ça devrait être deux choses. D'abord, la famille par la transmission, elle est en souffrance, et puis surtout l'éducation nationale, dont c'est la mission. Donc on ne peut pas demander, moi je veux bien qu'on rétablisse le service militaire obligatoire pour tout le monde, mais ça ne va pas suffire. La question, ce n'est pas de rétablir un service militaire pour rétablir le patriotisme, le maintien de la nation, c'est de rétablir, de remettre le patriotisme là où il doit naître, c'est-à-dire dans la famille et dans les écoles. Et non seulement il n'y a pas de patriotisme dans l'éducation nationale, mais ensuite il y a des gens pour lesquels c'est un ennemi, le patriotisme.
Voilà. Donc on arrive à la rédaction de votre livre dans laquelle on est obligé de rappeler des évidences qui ont disparu de la société française. Effectivement, il y a deux dangers. Il y a l'ignorance, bien sûr, et il y a cette volonté politique de bannir. Vous vous rendez compte que le mot France, le mot patrie, le mot sentiment national sont des mots bannis de nos manuels scolaires. Oui, et même par nos politiques. Regardez combien de fois le président ne dit jamais France, il dit la République. Oui. Les journalistes ne disent pas France, ils disent Hexagone. Hein, dans le monde, on essaie de se tenir au mot France. Hein. Il n'y a qu'ici qu'on dit le mot France. Pas qu'ici, mais vous avez raison. Bon, c'est une parenthèse. Nous avons les vacances, nous en parlions d'automne ou de la Toussaint, mais c'est vrai qu'il y a des significations, qu'elles soient historiques, qu'elles soient civilisationnelles, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient religieuses. Sabrina Medjeber, nous sommes dans un pays justement avec une histoire, à tout le moins, à Rome fait comme les Romains. Absolument. Et d'ailleurs, ça vaut pour tous les autres pays. Hein. C'est une tradition, l'assimilation, puisqu'on parle d'histoire et qu'il y a deux enseignants autour de la table. C'est la Troisième République qui a consacré l'assimilation déjà par les lois Ferry et les lois Goblet. Donc oui, il y a eu toujours en France un effort et en tout cas une demande d'exigence à ce que les nouveaux venus soient comme des Français, pour reprendre votre adage, chère Sonia. À Rome fait comme les Romains. Mais le problème, c'est que nous avons eu depuis une soixantaine d'années une intelligentsia qui s'est employée à tout démantibuler. L'école, la famille, l'autorité, le père, la mère. Donc si aujourd'hui nous sommes arrivés à un pays, enfin en tout cas une situation, qui ne nous confère pas de projet, de vision, de cap, d'envie d'être ensemble, de fédération, pour justement bâtir une nation forte, solide, ancrée, grâce à ses attachements vitaux, comme le rappelle Philippe de Villiers, c'est très compliqué. Je pense à lui. Il parle des Français. Je n'aime pas l'expression. Enfin, les Français, j'allais dire sur plusieurs générations, et les Français de désir. Oui, les Français. Je trouve que je suis sûre qu'il y a beaucoup de Français de désir qui regardent cette commémoration et qui parfois sont presque plus attachés. Peut-être parfois à des Français sur plusieurs générations qui ne se rendent pas compte. Comme vous savez, c'est comme quand on perd quelque chose. Hein. C'est vraiment quand on l'a perdu qu'on se rend compte de sa valeur. Bon. Non, mais et ça, c'est dommage. C'est pour ça que je parlais de la francophonie. C'est-à-dire s'il y avait un sursaut, au moins sur ces fondamentaux, Dimitri Kazé, vous en parlez avec vraiment des récits. Voilà, merci parce que c'est entraînant, c'est enthousiasmant. Il y a un côté chevaleresque. On a envie les valeurs. Mais vous ne cachez rien de. Mais la vérité, pour revenir sur Sabrina, c'est être français, c'est magnifique parce qu'effectivement, depuis la Troisième République, mais même un petit peu avant, ça ne dépend pas du droit du sang, comme la majorité des autres pays du monde, même depuis bien longtemps. Être français, c'est une histoire de volonté, sans race ni religion, selon la Déclaration des droits de l'homme. Et ça, si on apprenait cet universalisme, cet humanisme français à nos élèves avec des mots simples, parce que justement, l'aspect pédagogique et l'aspect éducatif est complètement raté dans les manuels, même dans les professeurs, ils savent pas expliquer que la France est différenciée justement avec cette volonté humaine d'être français. Et voilà, c'est une histoire, c'est un plébiscite de tous les jours, disait Ernest Renan. Et effectivement, c'est d'avoir accompli de grandes choses ensemble dans le passé et de vouloir continuer à en faire dans le futur. Merci, parce que ce que vous dites, en fait, c'est comme ça qu'on facilitera ou qu'on permettra à nos forces de l'ordre et à nos militaires d'être sur des terrains OPEX très compliqués et avec un autre regard. Parce qu'à travers le regard qu'on porte sur eux, c'est ce qu'on a fait du pays, de la manière dont on en parle, Sabrina. Et on ne sait pas raconter l'histoire de nos tirailleurs algériens, de nos tabours marocains. Regardez l'armée d'Afrique, il y avait énormément, justement, les contingents africains étaient... Et il y a eu des histoires magnifiques à raconter que personne ne connaît. Je parle toujours du Bachaga Boualam qui est devenu le chef des Harkis, mais effectivement, pendant l'armée d'Afrique, il a été remarquable. Et là, justement, c'est l'armée qui a réussi à unir pour la première fois tous ces Français d'origine étrangère. Et ça, bien sûr, c'est jamais appris à nos enfants, jamais traité. C'est même une honte pour certains politiques. Mais moi, j'ai un souvenir personnel. Allez-y, Georges, un souvenir personnel. Un beau souvenir personnel. Lorsque j'étais député, j'ai eu l'occasion d'accompagner le ministre des anciens combattants, M. Alain Marlex, en Tunisie. Nous étions porteurs d'une bonne nouvelle, puisque nous apportions ce qu'on venait de voter, c'est-à-dire la décristallisation des pensions militaires. Car ce qu'il faut savoir,
c'est que les pensions militaires continuaient avec le coût de la vie pour les Français, et c'était figé à leur niveau juste à la fin de la guerre. Et donc, la petite histoire raconte que ce serait Jacques Chirac qui, ayant visionné avec Bernadette le film Indigène, s'est mis à vraiment être très ému et en disant il faut faire cette décristallisation. Indigène qui retraçait le combat, Monte Cassino, enfin tout ce qu'on connaît. Et je peux vous assurer que l'émotion qui était la nôtre quand on est arrivé sur le cimetière de Gamart, qui donne sur la mer en plein soleil, avec tous ces vieux combattants que vous connaissez parfaitement, tous ces vieux combattants en djellaba avec des médailles qui réfléchissaient au soleil et qui étaient dans une tenue vraiment très solennelle, et leur apporter cette décristallisation avec les rappels, les arriérés et tout, ce qui était pour eux quelque chose de très important. Là, on a compris ce que c'était que des frères d'armes. Et qui ont combattu. C'est pour votre anecdote. Mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, tous ceux qui sont venus, on leur a dit venez comme vous êtes. Exactement, le droit à la différence. Mais c'est pour ça que je voulais rappeler cette anecdote, ce que représentait cette union des peuples. On a raté. Et alors, quand j'ai entendu dire crime contre l'humanité, comprenez que ça m'a fait particulièrement mal, comme beaucoup de monde, et notamment ceux qui sont nés dans ces pays. Chef de bataillon cataclysmique. Simplement pour marquer aussi une spécialité militaire. Donc l'histoire, c'est vraiment quelque chose, l'histoire, les traditions, quelque chose qui nous marque. Et je pense que c'est aussi, on évoquait là la citation de Renan, donc avoir fait des grandes choses et vouloir en faire d'autres. Je pense qu'il y a vraiment cette notion d'action, et c'est ça qui démarque et qui fonde en tout cas l'apport de la tradition, de l'esprit guerrier, aussi de la discipline au sein des armées. C'est cette histoire, pas simplement pour elle-même, mais surtout en vue d'action, en vue d'agir ensemble. Et il me semble que c'est indissociable les deux, donc c'est-à-dire de regarder vers ses racines, mais aussi surtout pour agir ensemble, et c'est en tout cas ce qu'on s'attache à faire au sein des forces armées. C'est une parfaite définition, Ophélie Roch. J'ai envie de dire que dans les salles, on voit bien que le fait que la France n'ose pas tenir un discours patriotique dans son histoire, il ne faut pas croire, en fait, la nature a horreur du vide. Donc comme ils ne trouvent plus ce discours patriotique dans leur propre histoire, ils ont tendance à se tourner vers l'histoire des pays, des parents, des grands-parents. Et donc parfois on a en effet un vrai patriotisme qui est du pays qui finalement ils connaissent pas très bien, mais parce que en fait ça arrive jusqu'à eux. Il faut pas se mentir non plus. Le patriotisme français est interdit, mais le patriotisme qui vient d'autres pays leur arrive, et notamment par les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on peut pas reprocher aux autres pays. Mais bien sûr que non. C'est pas une critique envers les autres pays. C'est juste. On est les champions du monde de la repentance et de l'auto-culpabilisation, de la mémoire pénitentielle, de l'auto-flagellation. Il faut le dire. Alors qu'on a une histoire qui est peut-être, je le dis souvent, une des plus belles au monde. On n'a pas à rougir de notre histoire. Même s'il y a des parts d'ombre. Même s'il y a bien sûr qu'il y a des parts d'ombre. Parce qu'il y a des parts d'ombre. Parce qu'il y a des parts d'ombre. Les vrais pays, les grands pays, les vieux pays ne sont construits que sur leurs parts d'ombre. Il faut les regarder en face. Bien sûr. Vous avez vu que Napoléon a droit à 3 chapitres. Lui, c'est la part de lumière, puisque comme vous le savez, c'est le français le plus populaire au monde. Mais aussi, bien sûr, qu'il y a une part d'ombre chez lui. Et c'est ça, moi, qui m'a passionné quand j'étais enfant. C'est sa part d'ombre qui m'a passionné, qui m'a expliqué que l'histoire est avant tout complexe. Elle est ni noire ni blanche, elle est grise, et c'est cette grisaille qui rend l'histoire complexe, passionnante. On voit bien dans les manuels que par exemple on enseigne les époques, mais on n'enseigne plus les Louis XIV, quasiment disparu des manuels, Napoléon aussi, parce que on disait que c'était des figures tyranniques. Donc finalement, d'une certaine manière, c'est compliqué d'enseigner à des enfants l'histoire quand il n'y a aucune figure majeure qui émerge et qu'on parle tout au niveau finalement du peuple. Et pourtant on en a des héros, ça je fais la liste, puisqu'effectivement l'honneur et le panache étaient des valeurs consubstantielles à la France, de Roland du Guesclin, Bayard, et puis plus près de nous Cambronne, et dans les généraux. Et les poilus sont, pour en revenir au 11 novembre, sont nos héros. 8 millions de Français ont fait leur devoir patriotique jusqu'au bout. Alors qu'il ne faut pas écouter Lionel Jospin qui nous parle des 600 déserteurs sur 8 millions de Français, donc 1 400 000 morts, une classe d'âge complètement décimée, c'est-à-dire un tiers des 18-22 ans qui sont morts. On a tous un aïeul, un arrière-grand-père qui est mort ou qui a participé à la guerre. Et enfin, 3 millions de blessés et 1 million d'handicapés, dont les fameuses gueules cassées. C'est le sacrifice. Il ne faut pas que ce sacrifice soit vain.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut organiser des commémorations un peu mieux que celle-ci, comme les Anglais, les Britanniques, comme les Français. Je rappelle que nous, on a tous un bleuet à la boutonnière, mais on a récolté qu'1 200 000 €, hein, alors que les Britanniques, avec leurs fameux poppies, sont à 50 millions de livres sterling. Vous voyez, eux, on leur inculque le patriotisme. Écoutez ce que disait l'ancien combattant, hein, la vidéo est devenue virale, l'ancien combattant qui dit qu'en fait, il aurait su, il ne serait pas battu pour ça. C'est-à-dire qu'on voit bien quand même qu'il n'y a pas que la France, en fait, qui est en déshérence. Je pense qu'il y a beaucoup de pays européens qui mutilent aussi, finalement, d'une certaine manière, leur manière d'aborder l'histoire. Alors, l'Occident est en crise, mais il est vrai que certains pays, alors, quelles que soient les convictions politiques des leaders, il est vrai que de côté de l'Italie, quand on voit une forme économique reprend des couleurs, on voit une histoire qui est assumée, qu'on soit d'accord ou pas. Et même Giorgia Meloni, dont on avait dit, vous allez voir ce qu'elle va faire sur le plan européen, c'est tout l'inverse, général Clermont. Elle a su prendre par la main, si je puis dire, l'Europe. Elle a su conclure des accords avec les autres pays du Maghreb. Donc, quand il y a une volonté politique, il y a un sursaut, alors qu'on parle d'une armée qui n'a rien à voir avec la France, l'Italie. Je pense qu'effectivement, la France, rien n'est perdu pour la France. La France est tombée, la France se relèvera. Et si on prend l'exemple finalement de cet armistice de 1918, c'est exceptionnel. C'est la rencontre d'un peuple qui a accepté de se sacrifier. Avec un chef politique extraordinaire, Clémenceau, qui venait de l'extrême gauche. Qu'est-ce qu'il faisait là, on se demande. Pourtant, c'est lui qui a redressé la France et qui a redressé les Français. Et avec un chef militaire exceptionnel qui s'appelait le général Foch. C'est les trois ensemble. Cette volonté du peuple, ce leadership politique et cette compétence militaire qui a fait que la France est sortie vainqueur de cette guerre. Une victoire donc, qui va nous conduire 20 ans plus tard à une autre défaite. Donc rien n'est perdu, rien n'est gagné, mais je pense que pour la France, on est dans une situation dans laquelle la France peut se relever, la France doit se relever, mais ça passera par un renouveau du patriotisme. Absolument. Le bon patriotisme. Le patriotisme positif, celui qui veut soulever la France, qui veut lutter pas contre les autres. Le patriotisme, Donc le patriotisme, c'est l'avenir de la France. Et il faut trouver des idées. Attention, ce slogan peut vous emmener loin. Ça devrait être déclaration de candidature. Ça devrait être l'avenir. Le bon patriotisme devrait être l'avenir de la France. Et un mot sur l'Italie. On va m'accuser de soutenir un général pour la. Est-ce que mon général me permet peut-être de reprendre un mot, avec tout le respect que nous vous devons, à moins que j'ai mal compris. Vous avez dit cette victoire de 1918 qui nous a conduit à une défaite. En 1940, oui. La débâcle de 40. Mais au final, il y a eu la résistance, il y a eu la victoire. Oui, non, c'est pour ça que je ne voulais pas en rester à une autre débâcle, mais quand elle-même conduit à une victoire. Absolument. C'est le miracle du peuple français. Un mot sur les pistes pour redonner ce patriotisme à la France. Et un mot sur l'Italie. Mais l'Italie, c'est du patriotisme, un sentiment national basé sur la culture. Voilà ce que je propose justement à la fin de mon livre. L'Italie met en avant ces grandes figures culturelles que sont Léonard de Vinci, Dante, Verdi. Nous, regardez... Maurice Ravel, il y a le centenaire de ça, mais aucun Français connaît Maurice Ravel. Si on savait capitaliser justement sur notre grande culture, voilà une piste pour que ce soit moins militariste, effectivement, qu'on ait moins ce rejet de toutes 50% des Français qui sont bien à gauche. Et voilà une piste intéressante. Arrêtez de dire, c'est pas une élection de gauche ou de droite, je vous assure vraiment. Vous avez cité, très bien, en partie, mais Clémenceau par exemple. Les poètes du Tigre. Aujourd'hui, où sont les Clémenceau? C'est pas Olivier Faure qui va nous faire croire à Clémenceau. C'est très intéressant ce parallèle avec l'Italie. Je me souviens que lorsqu'Emmanuel Macron a été élu président de la République, il a prononcé la phrase suivante: il n'y a pas deux cultures françaises, mais il y a plusieurs cultures en France. Lorsque Madame Meloni prend le pouvoir, elle dit: je suis une femme, je suis blanche et je suis catholique. Donc ce sont deux projets idéologiques à l'opposé, d'où découlent des politiques très pragmatiques pour Madame Giorgia Meloni, très évasive, élusive, insaisissable concernant Emmanuel Macron. Donc ça, c'est déjà, je pense, un point. Elle n'a pas dit je suis blanche, non. Une remarque italienne, simplement. Je suis une femme, une italienne et une catholique. Mais c'est le titre de son livre, d'ailleurs. Elle a écrit un livre sur ce sujet. Je regardais, il y avait une vision, grâce à nos images panoramiques sur l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. Qu'est-ce que ça vous inspire alors?
C'est-à-dire qu'il y a foule, hein, mais c'est important. Il y a les familles de tous ceux qui sont représentés, de tous ceux qui sont de près ou de loin concernés par ces commémorations. Mais c'est vrai qu'on avait l'habitude autrefois véritablement d'une forme d'effervescence, d'enthousiasme. Bon. C'est ainsi. Emmanuel Macron qui est en train de quitter la place. Tout à fait. Avant, le 11 novembre, pendant pratiquement 100 ans, c'était une immense commémoration. Et ces célébrations doivent servir avant tout de réconcilier tous ces Français dont on parle, dont certains ne veulent pas participer, et unir à nouveau les Français. Mais aujourd'hui, malheureusement, justement, comme on disait tout à l'heure, cet antimilitariste est tellement ancré dans la société française qu'on devra faire des propositions concrètes. Mais fort heureusement, il y a des personnes comme le chef de bataillon Antoine qui sont là pour porter haut les couleurs et nous rappeler aussi que l'avenir est porteur d'espoir, je l'espère. Oui, alors aussi, mais simplement pour dire que cette ferveur populaire, je l'ai aussi ressenti personnellement. Donc, alors peut-être que ce soit sur ces images ou cette cérémonie-là, on peut ne pas s'en rendre compte, mais en tout cas, l'été dernier, j'étais encore sur les Champs-Élysées puisque j'étais filé à la tête de ma compagnie d'élèves à Saint-Cyr. Et on a ressenti quand même une vraie ferveur et que j'avais sous-estimé. Je me suis dit, on va encore défiler. C'est un exercice comme un autre. Et là, à cette occasion-là, j'ai ressenti le soutien de la population, une certaine ferveur. Donc je pense que c'est pas à négliger l'attachement de la France à son armée, mais aussi à ses forces de l'ordre et le sentiment que ça véhicule, à des occasions peut-être particulières, mais il existe réellement. Et en tout cas, voilà, moi je l'ai ressenti à tellement cette raison de le dire. Je vous remercie de partager cela. Je me permettais une petite réaction et parenthèse. C'est vrai qu'en voyant la main du président saluer, on se demande qui il salue, parce qu'on voit quand même des allées un peu vides. C'est une parenthèse. Et pour avoir, confidence pour confidence, avoir eu l'honneur d'intervenir à l'école de guerre, à l'école militaire, où j'ai tenu conférence, vraiment c'était impressionnant. Impressionnant parce qu'on voit combien on est tout petit face à la culture, face à tout ce que vous incarnez. Donc voilà, je pense que d'un point de vue populaire, tout le monde est derrière vous. Voilà, je m'étonnais simplement que aujourd'hui, dans des cérémonies qui sont quand même très formatées, Sabrina, il n'y ait plus la place finalement pour les Français, au fond. Je suis d'accord. Le peuple est absent de cette cérémonie. Et j'en profite pour rendre hommage aussi aux 1200 hommes engagés dans la Légion étrangère. Et il y a un superbe article dans le Figaro de Nathanael Ponticelli, qui est le petit-neveu de Lazzare Ponticelli, absolument, le dernier des poilus, et l'article est absolument poignant où il explique très bien. Ils viennent du monde entier, déracinés, laissant derrière eux famille et passé, comme l'avait fait Lazzare, à l'époque du siècle dernier. Et il dit « Leur langue et leur culture sont totalement différentes, mais une fois qu'ils reçoivent leur képi blanc, ils deviennent frères d'armes. Ils honorent leur serment par l'engagement, par la loyauté, par le sacrifice, jusqu'à verser leur sang pour la France, si la mission l'exige. » Magnifique, et regardez sur cette image.